C'est la suite de cette deuxième journée ici au Salon des maires et des collectivités locales. Merci d'être avec nous sur Acteurs Publics TV. On vous fait vivre cet événement jusqu'à jeudi. Et je suis maintenant avec Nathalie Tubiana. Bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des finances et de la politique durable au groupe Caisse des dépôts. On va parler de transition écologique et aussi d'adaptation des territoires, un sujet qui intéresse et inquiète aussi beaucoup les maires qui sont dans les allées de ce salon. On dit souvent que ne pas agir, c'est payer plus cher demain. Que fait la Caisse des dépôts pour justement soutenir ces enjeux de décarbonation et éviter ce risque ? Oui, vous avez raison Antoine. Ne pas agir, ça a un coût finalement. Et on le voit bien très nettement au travers des sujets d'adaptation au changement climatique qui parfois nécessitent des moyens très importants des élus et des collectivités locales pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Et donc investir aujourd'hui, c'est éviter des coûts plus importants demain. Alors la Caisse des dépôts pour contribuer la Caisse des dépôts pour contribuer à limiter le réchauffement climatique agit sur plusieurs leviers. D'abord, nous nous sommes fixés évidemment des cibles très, très ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble des activités du groupe, qu'elles soient financières ou industrielles. Et nous y avons associé un plan de transition climat, également sur l'ensemble du groupe, qui définit les moyens pour mettre en œuvre cette cible, parce qu'il ne suffit pas uniquement de se fixer une cible, mais il faut aussi la mettre en place. Nous avons également décidé d'exclure le financement de secteurs très émissifs ou d'activités très émettrices, et nous nous donnons les moyens de vérifier que ces exclusions sont effectivement appliquées. Autre levier également, les collaborateurs qui portent les projets d'investissement réalisent une analyse ESG qui permet de coter les risques environnementaux et sociaux d'ailleurs, qui sont un véritable outil d'aide à la décision et qui peut conduire parfois à ne pas réaliser un projet si la cotation est mauvaise. Et puis nous avons, dernier levier, un dialogue actionnarial très, très important avec les entreprises qui sont dans notre portefeuille, parce que ce dialogue, c'est un levier important pour amener ces entreprises à s'inscrire dans une trajectoire de décarbonation. Voilà, donc des leviers que nous combinons et qui agissent sur les différentes catégories de parties prenantes. Alors vous mobilisez un montant très important, 130 milliards d'euros d'ici à 2028. Très concrètement, comment se répartit cette enveloppe ? Oui, alors c'est effectivement en 2024, nous avons décidé de mobiliser 100 milliards d'euros sur 5 ans. Et à fin juin 2025, nous sommes déjà à plus de 40 milliards d'euros. Donc on est en avance finalement par rapport à notre cible linéaire, théorique, pour accompagner les élus, les collectivités territoriales. Et c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à penser que nous allons pouvoir dépasser cette cible à hauteur de 130 milliards d'euros. Cette mobilisation financière, elle est dédiée au domaine du logement, des constructions à haute performance environnementale, la rénovation des logements sociaux, des bâtiments publics, privés. Par exemple, nous avons financé 6 opérations de construction et de rénovation de lycées et d'instituts en Normandie. Cette mobilisation elle est destinée aussi au secteur de la production de l'industrie décarbonée, donc installation de nouvelles capacités d'énergie renouvelable ou de l'industrie ou de la décarbonation de l'industrie également. Et puis dans le domaine du transport durable aussi, l'installation de pistes cyclables, le transport collectif par exemple, ou les bornes de recharge électrique également. Nous avons par exemple financé les nouvelles rames de TER et l'atelier de maintenance qui est associé dans la région Hauts-de-France. Et puis un petit peu d'enveloppe quand même aussi, c'est important pour la préservation des ressources naturelles, la biodiversité et l'eau, parce que ça participe aussi à limiter le réchauffement climatique. Et les enjeux que vous avez évoqués un peu, les enjeux de rénovation de logements sociaux, vous financez 40 000 rénovations de logements sociaux par an. Comment vous assurez-vous que ces rénovations atteignent réellement les performances énergétiques que vous visez ? Oui, alors il faut penser et ne pas oublier que le financement de ces rénovations répond à des critères bien précis. Notamment, ça doit conduire à une réduction de la consommation d'énergie à hauteur de 40%. Alors, pour le vérifier, il y a les diagnostics de performance énergétique qui sont réalisés avant et après, qui sont déjà un premier outil de mesure. On peut en utiliser d'autres. Par exemple, avant de lancer la rénovation, on utilise des outils de modélisation et de simulation de la performance énergétique qui permettent de déterminer si la rénovation va répondre aux critères ou pas. Et puis, après la rénovation, il y a des évaluations ex post qui utilisent des tests de performance énergétique, des mesures réelles de consommation d'énergie et de dialogue et d'échange avec les habitants qui permettent de vérifier que la performance est effectivement là.
Pour tout ceci, évidemment, la Caisse des dépôts échange avec les bailleurs sociaux, les élus, les associations, et c'est tous ensemble, en fait, en combinant nos mesures, en quelque sorte, qu'on arrive à vérifier que les rénovations atteignent les objectifs fixés. Alors, il y a les enjeux aussi de réindustrialisation, et en l'occurrence de réindustrialisation verte, notamment avec le projet Vercors à Dunkerque pour des batteries électriques. Comment vous articulez les objectifs climatiques et les impératifs de souveraineté industrielle? Et puis, est-ce qu'il y a parfois des tensions entre ces deux logiques, du coup? Oui, alors effectivement, nous finançons toujours le projet Vercors. Donc Vercors, c'est une méga factory installée à Dunkerque de construction de batteries électriques destinée à l'ensemble de la filière européenne de véhicules électriques. Alors non seulement nous finançons le projet Vercors, mais nous avons également des interventions sur les infrastructures et sur finalement la chaîne amont et aval. Par exemple, nous avons apporté un financement pour le grand port maritime de Dunkerque qui permet d'acheminer les matériaux nécessaires à la construction des batteries et ensuite de redistribuer les batteries une fois qu'elles sont construites. Nous intervenons aussi en aval dans l'installation de bornes de recharge électrique sur tout le territoire. Et donc vous voyez que c'est bien en intervenant sur l'ensemble de la chaîne de valeur qu'on joue un rôle central finalement dans le soutien à des projets locaux d'industrie décarbonée. Et donc quand on agit comme ça, on rend compatible la démarche de transition énergétique et de relocalisation industrielle. Et donc c'est là où on est sur la souveraineté énergétique et industrielle. Et quand on le fait dans des territoires comme Dunkerque, qui ont subi la désindustrialisation pendant les décennies passées, on permet à ces territoires de retrouver plus de résilience, plus d'attractivité. Donc on est non seulement sur une action qui vise la transition énergétique, mais aussi qui vise la cohésion sociale et territoriale. Et donc là, on est au cœur de la stratégie du groupe Caisse des dépôts, transition énergétique, cohésion sociale et souveraineté. Alors, il y a les enjeux que j'évoquais en début de cette discussion d'adaptation des territoires vulnérables. Vous consacrez 1,2 milliard, 1,2 milliard à ces enjeux d'adaptation. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour une commune littorale, par exemple, menacée par la montée des eaux, ou une commune de montagne qui est confrontée, elle, au recul des glaciers, par exemple, ou aux éboulements? Alors oui, 1,2 milliard d'euros sur 5 ans, mobilisés par la Banque des Territoires. Alors c'est soit sous forme de crédit d'ingénierie, pour soutenir les élus dans l'identification des projets qui vont permettre justement de lutter contre le réchauffement et de rendre leur territoire résilient, et aussi sous forme de solutions fondées sur la nature. C'est destiné aux communes du littoral, bien entendu, qui sont très touchées par le recul du trait de côte, par la submersion marine, par les territoires d'outre-mer aussi, qui sont fortement fragilisés, et puis les territoires de montagne. Alors je vais donner 2 exemples, peut-être pour expliquer concrètement ce que nous faisons. Nous accompagnons notamment le projet de renaturation du front de mer de la commune de Lacanau. Lacanau a quand même un recul de son trait de côte de 1 à 3 mètres par an. Donc c'est énorme. C'est considérable. Donc ce projet, c'est un projet de réaménagement global du front de mer qui repose sur la mobilité douce et puis sur la préservation des paysages dunaires. En montagne, nous soutenons également un projet qui s'appelle Isère Amont. Donc vous savez que les fortes pluies et la fonte des neiges entraînent de fortes crues de l'Isère et des inondations. Et donc nous contribuons à un projet qui vise à protéger le territoire contre ces crues de l'Isère. Voilà, donc des exemples très concrets au quotidien. Alors, la Caisse des dépôts, c'est une institution publique. Vous devez aussi quand même générer des rendements financiers. Comment vous conciliez rendement et impératif climatique? Est-ce que la finance verte est une option rentable? Oui, tout à fait. Alors, vous savez que le groupe Caisse des dépôts est un investisseur de long terme d'intérêt général. Notre modèle économique repose sur des activités d'intérêt général et des activités dites concurrentielles qui permettent d'avoir un équilibre et de pouvoir toujours avoir un bilan robuste. Je l'ai dit tout à l'heure, ne pas agir, ça a un coût. Donc il est impossible de penser qu'on peut opposer rendement économique et impératif climatique. Ils sont tout à fait compatibles. Il faut accepter de ne pas avoir une rémunération du capital élevée. On peut avoir une rémunération du capital modérée et avoir un taux de rendement qui n'est pas à 2 chiffres. C'est notre position en l'occurrence. On peut utiliser plusieurs leviers pour combiner une durabilité rentable, des cofinancements publics-privés, utiliser une palette assez large de financement, de subventions, capital, prêts. On peut aussi faire des analyses ex post coût-bénéfice qui permet de mesurer les gains
ou les bénéfices, la réduction de la consommation énergétique par exemple, ou les risques évités également. Et ça permet de démontrer la rentabilité d'un projet RSE et donc de démontrer que la durabilité est un investissement rentable et qu'il y a des bénéfices à long terme. On arrive à la fin de cette discussion, mais avant de vous quitter, je voudrais vous demander quel conseil vous pourriez donner à un élu, à un maire, en l'occurrence, puisqu'on est ici au Salon des maires, qui hésite encore à s'engager massivement dans la transition écologique. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Alors je voudrais revenir sur ce que j'ai dit, c'est investir aujourd'hui, c'est éviter des coûts plus importants demain. Donc ça c'est vraiment essentiel, il ne faut pas attendre, il faut agir maintenant. Et puis au travers des exemples de Vercors et de Lacano par exemple, on voit bien aussi que ces projets permettent de maintenir la résilience du territoire et de le rendre attractif. Vercors, on a créé des emplois et donc on a permis à ce territoire d'amener des familles et donc de rendre le territoire plus attractif. Territoire qui avait perdu évidemment beaucoup d'emplois dans les décennies précédentes. Lacano aussi, le projet de réaménagement du front de mer va permettre à la commune de continuer à offrir une offre touristique très développée et donc de continuer à attirer des Français et des étrangers d'ailleurs sur le territoire. Merci beaucoup pour ces conseils et pour votre présence ici sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nathalie Toubiana, merci. Merci Antoine, merci à vous, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant ici donc au cœur du Salon des maires pour une prochaine interview. À tout de suite.